On va continuer à dérouler le fil de l'actualité. L'actualité, bien sûr, avec vous, commissaire Lebars. On va évoquer la condition des policiers, leur sécurité qui est mise en danger tous les jours. Il y a eu tous les jours, il y a malheureusement des actions violentes envers les policiers. À Lyon, 2 gendarmes ont été, policiers forces de l'ordre évidemment, gendarmes, renversés et blessés par un chauffard. À Marseille, des mineurs qui ont été recrutés et payés par des dealers pour caillasser les policiers. On leur envoie des boules de pétanque, on leur envoie aussi des parpaings. Ça, c'est le quotidien aussi des policiers. Oui, c'est malheureusement, faut le redire à chaque fois, plus que le quotidien des policiers. Ça n'est pas que dans certains endroits qu'on vient d'évoquer. Ça, c'est malheureusement répandu dans différentes villes ou territoires en France. C'est malheureusement une connexion entre la fiction et la réalité. Moi, j'ai tardé à aller voir Bac Nord, mais j'y suis allé et j'y ai vu tout ce qui est à la fois dénoncé et qui, je pense, attire le regard et la curiosité des Français. Vous savez ce qui a changé en fait aujourd'hui. Ces violences-là, moi je les connais sur le terrain. Je les généralise pas. Il faut savoir aussi faire la part des choses. Mais ce qui change, je pense, aujourd'hui dans la société, c'est que les gens les voient de plus en plus. Donc il y a un danger sur l'effet loupe. Le cinéma se l'approprie. À l'arrivée, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce quotidien. Voilà. On a aussi parfois discuté avant les plateaux. Il reste toujours un sujet que nos dirigeants doivent mettre sur la table, c'est de s'en prendre d'une bonne manière à cette délinquance et de ne pas la sous-estimer. Il faut pas la surestimer, il faut pas en faire un enjeu politique parce que sinon on va être instrumentalisé. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on est dans une année d'élection et le démarrage du débat politique, on voit bien où ça part. Ça va partir dans des extrémismes avec des postures qui n'engagent que ceux qui les tiennent. Mais nous, on est sur le terrain. Et on doit faire face à toute cette délinquance. Donc, il faut de la raison. Il faut prévoir l'avenir. Ça, je pense que c'est là où le régalien a souvent été un peu faible. Et je loue la LOPSI, même si je ne suis pas naïf sur l'agenda politique, dans la loi d'orientation et de programmation, qui veut prévoir une police sur les 6 prochaines années. Il faut même la prévoir plus loin. En revanche, je déplore qu'on ne fasse pas ça sur l'ensemble de la chaîne pénale. Puis à l'arrivée, qu'est-ce qui manque ? C'est toujours la même chose. C'est les moyens qu'on doit donner à la justice humain, matériel et les structures pour punir les bonnes personnes. Voilà. Après, il y a des dispositifs législatifs à revoir, d'autres qui existent. On a beaucoup de solutions. Vous savez, j'essaye parfois de ramener les choses au droit et de pas rester dans l'émotion ou de ramener à la raison. Il y a souvent beaucoup de solutions qui ne sont pas appliquées. Je pense par exemple au toxicomane au crack. Parfois ça fait débat et polémique. Il y a beaucoup de choses à mettre en place dans l'intérêt général et en tenant compte d'une chose qui a souvent été le grand oublié, c'est le citoyen, donc la victime. Exactement. Et il y a des questions médicales et sanitaires aussi sur la question de la toxicomanie. Philippe Juvin, les policiers en danger en permanence, visés, pris pour cible, refus d'obtempérer, chaque jour à son cortège d'agressions contre eux. Des tirs à la Kalachnikov à Marseille contre des policiers, dont on évite de parler soigneusement. Alors évidemment, il y a la question des moyens. Comment fait-on pour que les peines soient appliquées ? Parce qu'un des grands sujets en France, c'est qu'il y a des peines qui sont prononcées, mais qui ne sont pas appliquées. Moi, je pense qu'il y a aussi des moyens qu'il faut mettre en œuvre sans avoir à attendre la construction de prisons qui va mettre des années. Par exemple, il faut saisir tous les objets qui permettent de commettre un délit, la voiture, le téléphone. Il faut probablement aussi taper au porte-monnaie. C'est-à-dire qu'il y a des amendes. Eh bien, ces amendes, il faut défalquer les aides sociales dont on peut bénéficier de ces amendes pour qu'il y ait un prélèvement automatique. Il faut probablement imaginer des peines de prison très courtes. Oui, ce qui est délirant, moi je suis maire depuis 20 ans et je vois des petits voyous, des petites crapules qui ont 1, 2, 3, 10, 20, 30 rappels à la loi. Et en fait, rien ne se passe. Et ils savent qu'en fait, rien ne se passera. Et si vous les mettez 2 jours, 3 jours en prison, vous marquez le coup. En fait, la question, c'est qu'il faut marquer son territoire. Aujourd'hui, ils ont l'impression que ce sont eux qui fixent la règle. Il faut changer la donne. Si on attend, je vous le dis très sérieusement, si on attend la construction de 10, 20, 30 000 places de prison qu'il faut faire, on ne fera rien avant des années. Donc, il faut imaginer des techniques qui vont nous permettre de donner un signal en disant bah oui, là je vous ai pris votre voiture, là j'ai amputé vos allocations familiales, là je vous expulse de votre logement parce que vous embêtez la totalité des gens qui y habitent. C'est comme ça qu'on agira et qu'on reprendra le pouvoir. C'est une question de territoire à reprendre. David Lebars, commissaire, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Bien sûr. Alors moi, je salue les élus qui ont eu le courage ces derniers temps d'afficher publiquement leur fermeté à expulser des familles quand les conditions juridiques sont réunies. Je suis très précis, il faut pas se tromper de cible, parce que expulser une famille de délinquants, c'est satisfaire tous ceux qui la subissent, et c'est permettre de reloger une famille qui va peut-être respecter, c'est même certain, parce qu'il faut rappeler qu'il y a 5% de délinquants dans ces quartiers, que parfois on a l'impression qu'il y a que ça. C'est un des défauts de Bac Nord d'ailleurs, parce que si on en reste au clip, on a l'impression que Marseille est un coupe-gorge, et ça n'est pas ça.
et je connais Marseille. Mais c'est parce qu'on s'en prend pas aux bonnes personnes qu'on a l'impression qu'il n'y a que des délinquants partout, et surtout ceux qui s'en plaignent. Ceux qui vivent dans ces quartiers, moi je l'ai souvent dit sur votre antenne, j'ai travaillé dans des quartiers difficiles où on pourrait imaginer, au vu de la délinquance, qu'aller dans une réunion de quartier le soir, c'est prendre des risques. C'est faux, c'est le contraire. C'est des gens qui y viennent pour espérer une réponse de l'État, une réponse des institutions, une réponse pénale, qui viennent discrètement parfois parce qu'ils sont sous l'emprise de ces trafiquants. Donc ces gens-là, je pense, on a un point commun entre les citoyens, la réponse de l'État ou des collectivités locales, de tous ceux qui doivent leur apporter une réponse, c'est de prendre en compte ce qu'ils vivent et de réaliser qu'on n'a pas réussi à traiter le problème. Moi, je vois des choses qui fonctionnent et après, il y a le blocage. Ce qui fonctionne, par exemple, je donne un exemple, dans une ville, quand on met en place un palmarès des délinquants et qu'on se met d'accord avec le parquet, parfois avec le maire, quand on est en confiance, on est capable de cibler le noyau dur. Et puis ensuite, quand il faut passer à l'action, on se rend compte que le noyau dur, on n'arrive pas à l'éclater, à le disperser pour le faire sortir de son phénomène de bande. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut progresser. On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant. On continue à parler de ces questions de sécurité avec vous, commissaire Le Bars, avec Philippe Juvin, Céline Pina et Karim Zeribi. À tout de suite dans Punchline. On va revenir à la sécurité des policiers. C'est un véritable sujet central pour vous, commissaire Le Bars. On sort d'un Beauvau de la sécurité. Qu'est-ce qui a réellement été obtenu par les policiers pour améliorer leur matériel, pour améliorer la façon dont ils sont déployés sur le terrain dans des zones qui sont de plus en plus compliquées pour eux? Je parle de n'importe quel quartier un peu chaud. Alors, sur le court terme, personne ne peut le nier. Il y a un effort budgétaire gigantesque d'1,5 milliard qui reste à distribuer. On a entendu le message qu'on accompagne. Enfin, moi, je trouve ça évidemment de bonne aloi de le mettre sur l'équipement, sur les moyens. Ça, c'est le court terme. Moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est le court terme au ministère de l'Intérieur et la réponse, comme c'est le ministère de l'Urgence, on verra plus tard l'avenir. Ensuite, la phase 2, c'est cette fameuse loi, la LOPSI, qui va être écrite et présentée au Conseil des ministres en janvier. Et c'est la construction de la police de demain. Alors moi, il y a des sujets sur lesquels je suis pas sceptique, mais je demande à voir, parce que j'ai vu auparavant ce que ça donnait. Un des premiers leviers essentiels, c'est celui de la simplification de la procédure pénale. C'est le chantier qui est entre les mains. Qui étouffe tous les policiers. Dont tout le monde est responsable, le ministre inclus, sans l'accuser lui personnellement. C'est-à-dire qu'à vouloir bien faire, on a toujours mis sur la police des priorités qui s'empilent, et une priorité, on rend compte, et le fait de rendre compte, ça consomme de l'énergie. On a une police qui est écrabouillée par la technocratie. On n'arrive pas à se débarrasser de ça. Je crois que le constat est partagé, mais il y a pas une mauvaise volonté. Mais c'est pas ça qui la met en danger sur le terrain non plus. Si, parce que c'est du personnel qui n'est pas sur le terrain. Avant de vouloir recruter des policiers ou de mieux les répartir, il faut aussi les prendre là où ils sont censés être sur le terrain et trouver les moyens de soit baisser les charges administratives, soit de les donner à des administratifs. Alors la volonté est là, mais ça c'est le premier point noir. Le deuxième, je ne le lâcherai jamais, c'est pas du tout une accusation sur l'institution judiciaire, c'est qu'elle est exsangue, l'institution judiciaire. On n'arrête pas de le dire, mais je ne vois aucun programme de recrutement massif de magistrats. C'est très facile pour certains de dire les magistrats sont politiques, prennent des décisions qui ne sont pas les bonnes. Il faudra déjà qu'ils puissent les prendre. Donc les moyens sur la justice et le fait d'aller sur cette chaîne pénale. Le troisième, c'est la simplification procédurale. Il y a de la volonté pour, je dirais, mettre les moyens numériques, mais il n'y a pas que ça. Voilà, on a un code pénal aujourd'hui, un code de procédure pénale. Ce sont des pavés qui servent à caler des tables et que plus personne ne maîtrise et qui ne servent. J'ai rien non plus contre les avocats. Il faut que les mises en cause soient défendues. Mais aujourd'hui, ceux qui font leur métier et qui vivent de cette procédure qui n'existe nulle part ailleurs aussi compliqué, ce sont les avocats, et donc ça n'est pas toujours dans l'intérêt des victimes. Moi je ramène ça, le débat, pensons aux citoyens et aux victimes avant de toujours vouloir donner des droits aux délinquants. Et vous l'avez dit à de nombreuses reprises sur ce plateau. Philippe Juvin, en matière de sécurité, et notamment pour doter les policiers de moyens corrects, vous avez vous aussi des idées ? Mais tout d'abord, oui, c'est ça. Il faut reprendre l'avantage sur le terrain. Le terrain ne nous appartient pas. Il faut faire en sorte que les voyous ne soient plus en sécurité. Or, ils savent qu'en réalité, ils ne risquent rien. Donc, des moyens pour la police, des moyens pour les juges. Les places de prison, le fait que les policiers ne doivent plus être, comme c'était le cas longtemps, attribués à des tâches qui ne sont pas les leurs, en particulier le maintien de l'ordre. Je pense à cette absurdité qui, heureusement, va prendre fin, des procurations dont on les charge avant les élections. Tout ça est absurde, ou de garder une sous-préfecture dans laquelle il ne se passe rien. Mais il y a un sujet également qui est un sujet de volonté. Quelle est l'utilisation de la force que l'on veut faire ? Veut-on reprendre le pouvoir dans des quartiers ? Moi, c'est là-dessus que je vais juger. Est-ce qu'on a une volonté politique de dire, maintenant c'est fini ? Cette volonté politique, elle n'a pas besoin de moyens. Les peines planchées, ça existait, ça a été aboli. Il faut rétablir les peines planchées. L'expulsion des étrangers qui sont condamnés pour des délits graves. Pourquoi les garde-t-on ? On a 25% des places de prison aujourd'hui qui sont occupées
par des étrangers en situation irrégulière ou régulière, condamnés en France. Vous commettez un délit grave, vous partez, on vous expulse. Tous ces éléments ne demandent pas des moyens, ils demandent une volonté. C'est compliqué la volonté, je ne dis pas que tout est facile, mais je ne la vois pas. Moi, je salue comme vous la mise sur la table de moyens. Ça n'avait pas été fait depuis des années, et je crois que le gouvernement fait bien. Mais ça ne suffira pas si derrière, on n'a pas l'impression qu'il y a une volonté, en fait, de terroriser les voyous, vous voyez. Il faut que la peur change de camp. On va à une petite pause, on se retrouve dans un instant, je vous passe la parole. Céline Pina, toujours sur ce sujet de la sécurité évidemment dans notre pays, et sécurité des policiers aussi. À tout de suite dans le Punchline. Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Et on se retrouve dans Punchline pour évoquer les questions de sécurité avec le commissaire David Lebars, Karim Zerebi, Philippe Juvin, candidat LR à la présidentielle, et Céline Pina, fondatrice de Vive la République. On va s'intéresser à des témoignages d'habitants de la ville de Pantin. C'est là qu'ont été déplacés les toxicomanes accros au crack qui étaient dans la capitale. On va écouter ces habitants qui disent leur colère. Ils manifestent toutes les semaines, eux aussi. On va écouter l'un d'entre eux qui raconte, qui explique l'insécurité jusque dans son domicile. Écoutez. Alors ici on a les restes des anciennes toilettes des vendeurs de cigarettes à la sauvette. C'est pareil, on a fait sécuriser et condamner la cave parce que ils cachaient leurs cigarettes et bien évidemment ils allaient aussi aux toilettes ici. On a une vitre cassée, mais c'est la 4e fois cette année qu'elle est cassée, et la dernière fois c'est donc un vendeur de cigarettes qui s'est éclaté la tête dedans parce qu'apparemment il voulait se suicider. Pareil, on a régulièrement des boîtes aux lettres fracturées, donc voilà, on les enlève, on essaie de réparer le maximum. Ils sont là, ils se baladent. C'est vrai que la police, il y a un peu de policiers qui encadrent. Des fois, je les vois encadrer sur le lieu là-bas, ils sont à la Villette, mais ça suffit pas, quoi. Ils sont, j'ai l'impression, délaissés et voués à eux-mêmes. Ça se répercute justement sur le chiffre d'affaires. On a beaucoup moins de clients, la boutique elle est totalement vide depuis qu'ils ont lâché ça. Même les passants, ils ont du mal à passer. Regardez, les rues, elles sont vides. Il y a beaucoup plus d'agressions. Les gens ont peur, on va dire. Voilà pour ces témoignages d'habitants de la zone de Pantin, dans l'Est parisien. Philippe Juvin, on a l'impression que tout est concentré dans ce problème qui n'est pas réglé depuis des mois et des mois. Non mais les gens qui sont là sont des gens qui sont abandonnés. C'est pas qu'ils ont le sentiment d'être abandonnés. Comme on dit souvent, ils sont abandonnés par les pouvoirs publics qui disent oui, finalement on laisse faire. La question est évidemment très considérable et très complexe. Il y a une question d'immigration illégale qui nourrit cette affaire. Il y a une question de trafic qu'on laisse prospérer. On voit bien. Mais ce qui est inacceptable, c'est de laisser faire. Moi je propose désormais que chaque ministre nommé puisse être logé en face d'une situation pareille ou en face d'un centre de salle de shoot. Oui, c'est très bien. Une salle de shoot devant le domicile de chaque ministre. Vous allez voir si ça marche. Il y a un rapport qui a été fait par l'INSERM, ahurissant, sur les salles de shoot, qui a été publié au printemps dernier, qui essaye de démontrer que la salle de shoot, c'est formidable. Ça a des effets positifs sur la santé, sur la sécurité, etc. En réalité, moi, je me le suis lu, 120 pages, très, très long, je ne sais plus. C'est de la bouillie intellectuelle. Il n'y a rien dedans. En réalité, on a un niveau de tolérance à l'égard de la toxicomanie qui est folle. C'est une question médicale. Il faut soigner ces gens, il faut les sortir et il faut protéger tous ceux qui en sont les victimes. Moi, je ne laisserai pas faire un truc comme ça. Dans ma commune, il est hors de question que quelque chose arrive comme ça. Qu'est-ce qui se passe si quelque chose commence dans ma commune ? Je le soigne dès le premier. Je ne laisse pas prospérer les choses. Le sujet est là, c'est qu'on laisse prospérer et après, c'est trop tard. Mais c'est aussi un sujet de sécurité, commissaire Lebars. Les policiers, là, sont impuissants. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils verbalisent même plus parce que c'est pas la peine. Non, mais je vais être très clair avec vous. Il y a 2 angles d'attaque. L'angle des dealers et l'angle des toxicomanes. Sur le crack, parce que c'est vraiment un sujet spécifique. Et c'est un sujet de village. C'est une toute petite communauté. C'est là où, d'ailleurs, on est en échec total. C'est de ne pas être capable de régler un problème de 500 personnes. Sur le problème des dealers, il faut dire les choses très clairement. Ceux qui fabriquent le crack sont 90% d'entre eux des gens qu'on appelle des modus, qui suivent les consommateurs de crack. C'est facile de cuisiner du crack. Vous trouvez un petit local, vous achetez un réchaud, vous prenez de la coke, vous prenez de l'ammoniac, vous fabriquez du crack. Et vous vous adressez à une population qui est complètement accoutumée et qui a très peu de moyens, raison pour laquelle d'ailleurs ils se sont mis sur le crack. C'était une drogue qui avait quand même été fabriquée à destination de ces populations défavorisées.
Si on ne s'en prend pas à ces dealers-là correctement, on n'arrivera pas à éradiquer ces dealers-là. Et là, c'est le travail des policiers. Ils cumulent deux choses. Oui, c'est bien sûr. C'est notre responsabilité. Ils sont dealers et ils sont étrangers en dissimulant leurs identités pour la plupart d'entre eux. La réalité, c'est que ce sont des modus, ce sont des Sénégalais. Ils sont sur des fausses identités. Ils prennent des identités de pays qui sont soi-disant en guerre pour ne pas se faire expulser. Et on a une incapacité de la machine judiciaire et policière à faire les procédures correctement. Donc là, on a un effort, une part de responsabilité énorme. Sur les consommateurs, moi je maintiens que c'est un problème de santé publique en premier. Je suis d'accord. On est en échec parce que ça n'est pas un problème de sécurité dans le temps 1, c'est un problème de santé publique. Il faut dans un premier temps, par la force, les contraindre à une hospitalisation. Donc il faut que le législateur adapte un dispositif qui est intermédiaire entre l'hospitalisation d'office et le placement en infirmerie psychiatrique, qui est un dispositif parisien. Il faut pourquoi les enfermer ? Parce qu'ils sont dangereux pour eux-mêmes et pour autrui, les deux. Pour eux-mêmes, parce qu'ils sont dans un état incroyablement délabré, les malheureux. Deuxièmement, pour autrui, parce que comme ils sont en manque, ils peuvent dégrader, agresser, voler pour acheter de quoi acheter leur crack. J'ai vu pire. J'ai vu des femmes se prostituer pour avoir une dose de crack. Moi, j'avais des gens qui consommaient du crack sur le territoire où j'étais commissaire. Je crois que ceux qui parlent du crack devraient, avant d'en parler, voir sur le terrain ce que c'est. Il faut donc les contraindre à une hospitalisation, il faut les dispatcher dans des hôpitaux et ne surtout pas les mettre dans une seule et même structure, pour ensuite leur donner la chance, une fois qu'ils reviennent à la raison, que les médecins prennent en charge l'aspect social, réinsertion, et qu'ils ne se retrouvent pas dans ce phénomène de village. Voilà ce qu'il faut faire. Céline Pina, c'est un phénomène qui a des facettes absolument multiples. Oui, et dont on ne voit pas réellement comment est-ce qu'on pourra le résoudre, en tout cas à court terme, parce que je rappelle l'état des hôpitaux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant le Covid, on avait déjà, je crois que c'était 100 000 ou plus de 100 000 hospitaliers qui avaient démissionné de leurs fonctions administratives pour parler de la grande difficulté de l'hôpital. Les urgences étaient en grève, le Covid est arrivé par-dessus, il n'y a pas eu tant de recrutement que ça, les hôpitaux sont toujours étranglés, ont toujours un manque de financement réel. Comment voulez-vous qu'ils absorbent? Là, on parle quand même de milliers de personnes, alors qu'aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à gérer le tout venant. Je ne vois pas comment ils peuvent gérer ces gens-là, qui en plus demandent quelque chose entre l'hospitalisation et quand même, ils sont dangereux, ils perdent vite. Donc, on est quand même entre l'hospitalisation et la prison. On n'a pas vraiment de lieu fermé pour cela. On a une vraie difficulté de réponse concrète parce que idéologiquement, on a quand même pendant tout un temps estimé que finalement quand la police intervenait c'était un signe d'échec. On n'assumait pas le fait que maintenir l'ordre public c'est un devoir de l'État, que la société est essentielle, et on a laissé aussi énormément de discours sur les violences policières qui font que même quand les policiers interviennent de façon légitime sur une population très dure et extrêmement brutale, et donc il faudra à un moment donné mettre en œuvre des moyens en utilisant la violence, vous pouvez être sûr que ça va être filmé, que vous allez avoir le énième scandale autour des violences policières. Donc il y a aussi le problème d'une société politique qui parfois ne défend pas ses forces de l'ordre au prétexte qu'elle voudrait s'acheter une vertu qu'elle n'a pas. Non, on a plutôt une police qui est bien, mais les accusations de violence policière et tout ce que cette police a subi fait aussi qu'il y a une tension dans la société que la police doit supporter et qui n'est pas viable. Philippe Juvin et après commissaire Lebars. Donc très clairement, c'est la situation évidente où il faut reprendre la main. On reprend la main en matière policière, vous l'avez dit. Il y a des trafics à démanteler. C'est le travail de la police et de la justice. Il faut leur donner les moyens. Deuxièmement, il y a la question de santé qui est fondamentale. Ces gens-là sont malades. Donc il faut les traiter. Comment les traite-t-on ? On les traite en les hospitalisant, en les détoxifiant. Mais il faut avoir en tête une chose, c'est qu'on ne devienne pas du jour au lendemain, on ne passe pas de zéro au crack. Il y a une progression dans la maladie. Or, un des grands impensés du service médical français, du système de soins français, c'est la santé mentale. On prend très mal en charge la santé mentale. Pas suffisamment de psychiatres, il n'y a plus d'infirmiers psychiatriques. Moi, je propose qu'il faut regarder ce qui s'est fait à l'étranger. Par exemple, à Seattle, ils ont observé que la majorité des maladies psychiatriques, mentales, venaient en réalité non pas à l'hôpital, mais voir le médecin généraliste. On n'a pas aussi suffisamment de médecins généralistes, il faut en former. Mais il y a peut-être une solution intermédiaire pour gagner du temps, c'est qu'on a des infirmiers en France qui sont formés en 3 ans. On pourrait tout à fait décider d'inventer de nouveaux métiers en formant des infirmiers en 1 an supplémentaire à la prise en charge de pathologies extrêmement précises. Par exemple, la maladie mentale, par exemple, la toxicomanie. Et là, avec ça, on n'a pas besoin d'attendre 10 ans ou 15 ans la formation de psychiatres qui vont mettre beaucoup de temps à arriver, mais on peut
facilement, rapidement former de nombreux infirmiers spécialisés dans la prise en charge de la toxicomanie, et ces gens, les mettre à disposition des médecins généralistes pour pouvoir suivre tous ces patients qui sont dans la nature. Parce qu'encore une fois, on ne devient pas utilisateur de crack du jour au lendemain. On est passé par toutes les étapes de la toxicomanie, de l'alcool, sans parler cannabis et autres. Absolument. Commissaire Lebars, sur ce que disait Céline Pina, ce poids qui pèse sur les épaules des policiers. Oui, mais si on donne à la police la mission d'utiliser la violence légitime, à la limite, peu importe que certains la contestent, du moment qu'on l'utilise à des fins de remettre à ceux dont c'est le métier de traiter cette population, et non pas pour la déplacer, il n'y aura pas de contestation. Ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est qu'on demande à la police de régler tous les maux de la société. Donc qu'est-ce qu'elle fait, la police, depuis 20 ans ? Et j'en suis un des acteurs navrés. J'ai été en Seine-Saint-Denis, on me faisait faire des opérations, on déplaçait ces populations en faisant ce qu'on appelle des opérations d'ordre public, on interpelle ceux qu'on peut interpeller, on dispatche, on occupe le terrain. Tout ça, ça s'appelle de l'essuie-glace, on renvoie chez le voisin, ça n'a aucun intérêt et ça nous coûte en termes d'image, parce que les gens se disent la police n'est pas efficace et c'est encore sur nous que ça tombe. Il faut donner à la police la juste mission d'utiliser la force légitime si besoin pour aller les mettre là où il faut, et là où il faut, c'est des structures hospitalières, je vous rejoins, qui n'existent pas, ou en tout cas pas en nombre suffisant pour qu'ils puissent dans un premier temps être contraints. C'est pas totalement idiot de dire ça, parce qu'on le fait pour la maladie mentale, et on est d'ailleurs pas loin de la maladie mentale, parce que de toute façon les symptômes sont les mêmes. Je crois même qu'il y a des décisions de justice où des gens ont été exonérés pour des raisons de maladie mentale tout en étant sous drogue. Abolition du discernement. Ce sujet-là est devenu, je dirais, presque totalement hybride, parce que quand ça arrange les uns, ils s'en servent, quand ça arrange pas. Donc voilà, il faut reposer ça sur la table, et quand les structures médicales auront les moyens d'accueillir ces gens-là, quand ils vont commencer à sortir de toxicomanie, là, ils ont toutes les chances de s'en sortir avec les clés qu'on peut leur donner. Mais si on les déplace sur la voie publique, moi j'ai connu la colline du crack, ça a arrangé tous les élus, je vais vous dire pourquoi. Parce que comme ils étaient sur un terre-plein entre l'autoroute A1, le périph' et les boulevards extérieurs, on les voit pas, ils sont bien là. Sauf qu'ils étaient 50 il y a 10 ans. Une cinquantaine. Ils sont 500 aujourd'hui. Donc l'échec est majeur. Et il y a un autre échec aussi, je le dénonce, et c'est pas une accusation à charge, c'est que toutes les associations, quand bien même elles ont de la bonne volonté, qui les nourrissent, qui les protègent, qui essayent de leur donner leurs droits, en fait, fabrique ce phénomène de village. C'est pour ça qu'ils restent sans arrêt ensemble et qu'on n'arrive pas à régler ce problème d'ordre public et de santé publique. Donc il faut que chacun comprenne tout ça, c'est dans leur intérêt. Sinon on va avoir des gens qui vont mourir socialement, médicalement, qui vont faire des overdoses et qui vont continuer d'agresser le voisinage parce qu'ils sont en état de manque. Ils ne le font même pas par conscience, ils le font par subsistance. Karim Zerébi. Moi, je suis assez effaré de constater l'image que l'on renvoie face à ce type de phénomène, à la fois précisément là sur la question du crack, mais plus largement sur les questions de violence. J'avais de dire partout d'ailleurs, parce que faut pas imaginer que ça se cantonne simplement à quelques quartiers ou à la banlieue. Vous avez des violences physiques, des sacs à l'arraché, des arrachages de montres aujourd'hui, donc très fréquents partout. Et on renvoie l'image d'une impuissance de nos institutions républicaines. Moi, je suis effaré de voir ce sentiment que l'on a d'impuissance. Et si on a un sentiment d'impuissance, c'est parce que le sujet n'est pas traité. En fait, on est toujours en réaction. On n'est pas dans une approche où on se dit bon voilà, on va faire un état des lieux, mais cet état des lieux, je suis navré de le dire, donc et sans être dans une approche partisane, on peut pas le faire à 7 mois d'une élection présidentielle. C'est un peu tard. Cet état des lieux, on le fait en début de mandat. Donc, et en début de mandat, normalement, quand on prend des responsabilités, on pose les jalons d'une politique régalienne. Et on rappelle effectivement les règles de la République pour tous et partout. Et ça, on le fait avec les forces de police nationales, gendarmerie, ce qu'on appelle la sécurité intérieure, et on le fait avec la justice, qui doit à un moment donné être le pendant du travail des policiers. Quand les policiers font bien leur travail, à un moment donné, il y a une décision qui doit être statuée par la police, la justice. Or, aujourd'hui, on a le sentiment qu'à la fois nos fonctionnaires de police sont très exposés, donc ils colmatent des brèches. Il n'arrive pas à résoudre le problème. Il semble profond, il semble multiple, il semble disséminé sur le territoire national. Et donc, on les envoie comme ça pour colmater les mots MX de la société. Et de l'autre côté, la justice semble débordée, donc dans l'incapacité de traiter. Alors on fait des rappels à la loi, donc on fait normalement il n'y en a plus des rappels à la loi, mais bon. Mais on l'a appelé autrement. Stage de citoyenneté, qu'est-ce qu'on a inventé là ? On l'a appelé autrement. Rassurez-vous, on aura quand même toujours quelques petites injonctions en disant c'est pas bien ce que tu as fait, attention la prochaine fois. On va l'appeler autrement. On a les tiges qui ne sont pas effectuées. On a des peines, petites peines. On dit non, les petites peines on peut pas, on met un bracelet. Donc, en fait, si vous voulez, on ne donne pas le sentiment que la sanction tombe, alors qu'elle a une vertu éducative, pédagogique, donc pour dire
attention, la République est là et elle est garante effectivement du vivre ensemble. Et ça ne marche pas. Et moi, je vais vous dire, je terminerai en disant, je terminerai en disant que quand on a vu le petit reportage sur le crack, là où je suis en désaccord profond avec certains qui aujourd'hui dans l'actualité veulent régler le problème avec des déterminismes d'origine, machin et tout. Les victimes sont de toutes les origines. Hein. Les victimes sont de toutes les origines. C'est-à-dire les toxicomanes ou les non, les parce habitants. qu'on a entendu sur le crack, là, les habitants. Bien sûr. Vous avez des Français d'origine maghrébine. C'est ceux qui habitent dans les quartiers les plus défavorisés. C'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est contre la délinquance qu'il faut se battre. Il nous reste très peu de temps. Céline Pina et un mot de Philippe Juvin. Ça fait 20 ans qu'on le fait. C'est-à-dire, moi, j'étais déjà, je travaillais dans les villes, qu'on avait déjà des délinquants qui avaient 25 inscriptions à leur casier judiciaire, dont des actes de violence contre les personnes. La réalité, c'est que le constat, on le connaît parfaitement. Il faudrait investir pour pouvoir répondre à ce problème-là. Il y a des psychiatres qui ont écrit des livres entiers pour expliquer que si la sanction ne tombe pas tout de suite, ensuite c'est très compliqué à rattraper. On ne les écoute pas et on ne les écoute toujours pas. Alors on ne va pas renvoyer ça à la énième élection présidentielle. Un dernier mot, Philippe Juvin. Non mais d'abord, il n'y a pas besoin de moyens pour agir tout de suite. Pardon. On remplace tous les rappels à la loi par des amendes. Premièrement, ça coûte rien, ça rapporte même de l'argent. Ça rapporte, oui, normalement. Deuxièmement, on saisit la voiture qui fait du bruit et le mariage bruyant qui embête toute la rue. C'est comme ça qu'on agit. Des petites peines, on envoie les gens 2 ou 3 jours en prison. Je crois qu'il faut comprendre que ce que nous croyons être de l'éducation est vécu comme de la faiblesse. Pendant longtemps, on a dit il fallait comprendre, expliquer, excuser. Soit, parfois c'est nécessaire. Mais en fait, ça c'est vécu par le méchant garçon en face comme, en réalité, ils sont faibles et il ne m'arrivera jamais rien. Donc, ne croyez pas un instant que les rappels à la loi seront supprimés. Il y aura un autre nom. Moi, je propose effectivement de les supprimer, mais de les remplacer par des peines d'amende. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission Punchline. Merci Philippe Juvin, Céline Pina, commissaire Le Bars, toujours le bienvenu dans notre émission, et Karim Zerebi de Mer.